La matrice a bugué. Mais c'est super Manon, on n'a pas du tout choisi un sujet dont on entend parler partout et qui paraît un peu plus impressionnant à chaque émission, chaque jour. En vrai, je sais pas pourquoi on a choisi de parler de l'IA. Moi, ça m'intrigue, donc j'avais envie de le tester. L'IA, c'est partout, ça touche tous les domaines et on va pas se mentir, on a un peu l'impression d'être face à un sac de nœuds. L'IA, ça a plein de clichés, de craintes. On en parle dans les films. On a plein d'images qui sont pas forcément véridiques. Donc on s'est dit, par quoi on commence ? Et spoiler alerte, comme d'hab, on pourra pas tout traiter, on pourra pas poser toutes nos questions sur l'IA avec cet épisode, et il y a un monde, très certainement, où on repartira peut-être avec encore plus de questions. Mais vas-y, on va faire comme d'hab, enfin, comme dans les 2 derniers épisodes, parce qu'on n'a pas posté depuis un petit moment. Ah, ça va, c'est la pause estivale, ok ? Alors comme d'hab, on vous a d'abord posé la question. Qu'est-ce que ça vous évoque l'IA ? Ça vous fait peur ? Ça vous impressionne ? C'est plein de promesses ? Vous avez un nouveau message. Alors pour moi, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? Donc pour moi, c'est tout un tas d'algorithmes qui permet, par exemple, quand tu poses une question complexe ou alors qui va être chronophage, de te donner des résultats hyper rapides. Donc ça c'est hyper bien, c'est hyper pratique dans le quotidien, même dans nos travails. Je pense que ça peut beaucoup nous aider. Après, effectivement, c'est un concept encore un peu flou. Alors, je sais pas si c'est des sujets différents, mais on entend parler de machine learning, deep learning, etc. Je pense que c'est des outils, qui sont top, mais auxquels il faut faire attention. On peut voir les dérives, notamment. On a pu voir plusieurs exemples avec les histoires de fake news où t'as une vidéo, on prend ta tête, on va te faire dire des choses que jamais tu n'aurais dit, et c'est compliqué de le déceler. Donc voilà, je pense que là-dessus, faut réguler les choses. Et puis après, il y a la notion aussi avec les artistes. Pareil, on voit pas mal sur les réseaux sociaux d'artistes qui vont faire des sons alors que c'est pas eux-mêmes qui les ont faits. Donc parfois c'est un peu perturbant, c'est très bien fait. Mais voilà, c'est ce que j'en pense. L'intelligence artificielle, c'est des machines, des techniques qui essayent de reproduire les capacités humaines de réflexion et qui sont assez poussées. C'est un peu de l'informatique et du scientifique qui essayent de se mélanger à un cerveau humain. Selon moi, une intelligence artificielle, c'est une intelligence qui s'apparente à la fois à celle de l'être humain et qui est donc aussi créée par l'être humain. Et donc, comme toute innovation technologique, elle peut être utilisée à bon comme à mauvais escient selon la personne qui l'utilise et surtout selon les objectifs encourus. Donc, par exemple, il y a eu des bonnes utilisations d'intelligence artificielle dans la médecine, par exemple, pour découvrir des maladies chez certains patients. Perso, mon regard sur l'intelligence artificielle, au premier abord, il est pas mal tiré de la pop culture. Enfin, il y a pas très longtemps, pour moi, l'intelligence artificielle, c'était vraiment le monde de la science-fiction. C'était genre les scénarios catastrophes où tu sais, t'avais une intelligence artificielle qui, à la fin, nous dominait, se jouait de nous, dominait le monde et tout, tu vois. Moi, j'avoue, je pense direct au film Her, peut-être parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Putain, moi, je l'ai pas vu, la honte. En gros, c'est un mec qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle féminine. Je suis ultra nulle en résumé, donc on va s'arrêter à ça, ok ? D'accord, super. Mais c'est super angoissant parce qu'en fait, c'est à moitié fictif, quoi, ton affaire aujourd'hui. Enfin, ça me fait penser à, tu sais, l'histoire du mec de chez Google. Faudrait que, vas-y, entre-temps, je vais retrouver le nom du gars. Je vous mettrai dans la barre de recherche, j'ai toujours voulu dire ça. La barre d'infos ? En gros, il y a un mec de Google qui a raconté qu'il était convaincu que son intelligence artificielle avait une conscience. Et ça a fait débat à l'époque. Donc en fait, on a déjà un peu cette question du lien d'intimité avec l'intelligence artificielle, quoi. On est moitié dans la fiction. Mais en même temps, ça me choque à moitié. Vas-y, moi, si je parle un peu trop fictivement à une intelligence artificielle de Adèle Exarchopoulos, par exemple, il y a un monde où je peux vite tomber amoureuse, tu vois. Mais meuf, Adèle Exarchopoulos, mais comme je te comprends.
Moi, je t'avoue, ça fait depuis que je suis toute petite que j'entends parler de l'IA. Putain, cette phrase, elle est horrible. On dirait que je fais grave l'ancienne. Mais c'est pas le cas. C'est juste que mon père, il est fan de science-fiction. Genre, son rêve, c'était que je fabrique des robots. Ça a bien marché. Ouais, bah, tu constates. Non, en vrai, c'est un bon. Il m'a laissé faire mes choix et je crois que ça va. Il est pas... Je lui fais pas honte. Et je pense qu'il trouve ça assez stylé. Je travaille avec des hackers. Bref, je m'égare totalement. Et en fait, à cause ou grâce à sa passion, j'ai souvent regardé des films de science-fiction, dont les plus horribles. Franchement, il y en a qui étaient C'est vrai. Et je suis totalement d'accord avec ce que tu disais. Il y a un truc qui, dans la pop culture, attise la peur de l'intelligence artificielle. Avec soit des robots qui deviennent plus intelligents que l'homme, ou du moins qui ont une intelligence différente, et donc ils arrivent à tuer des gens. Et il y a cette histoire de, par exemple, dans Blade Runner, tu vois, du robot qui limite à une conscience, et ça se trouve, les plus grands fans de science-fiction seront en mode « Mais qu'est-ce qu'elle raconte, ça !» Je crois qu'il y a le... Elle a pas compris le film. C'est possible. Il y a un bouquin que j'ai pas lu, C'est bien, on a des bonnes sources. mais que mon mec est en train de lire, qui s'appelle Le cycle des robots. Ah oui, Et d'Asimov. Ouais, et je crois que c'est genre... Comment tout le monde doit avoir Ouais, vu t'as ça. les 3 règles des robots et tout. Et qu'il y a une question de conscience à un moment donné. Enfin, en tout cas, ça pose la question de si quelqu'un est en danger, qu'est-ce qu'on fait, etc. Je l'ai pas lu, mais lisez-le et vous me direz. Quoi. Et donc dans cet épisode, c'est ça qu'on va aborder. On va aborder cette notion de peur, se questionner dessus et savoir si on... On doit avoir peur. Voilà. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Toujours. En fait, on l'a vu dans les témoignages, on sait jamais trop comment se positionner par rapport à l'IA. Mais qui t'a demandé de te positionner? Bon, ta gueule. En gros, des fois, ça nous fait rire. Genre, est-ce que vous avez vu l'histoire du mec qui a envoyé sa meilleure déclaration d'amour à sa meuf, Mais en fait, ça me bute rédigée par ChatGPT? parce que tu dis, qui a entendu l'histoire? C'est moi qui t'ai raconté l'histoire. Oh, la mytho. Je te jure. Ok. Mais ouais, je suis ta source d'information première. D'après Manon Desplat. Est-ce que tu t'as vu, c'est comme le mec qui dit genre d'après l'INSEE et il raconte que toute sa jeunesse il pensait que l'INSEE c'était une meuf, genre elle savait tout. Et à chaque fois il dit mais l'INSEE tout le temps d'après l'INSEE. Donc maintenant ce sera d'après Manon. Okay. Bref, On s'est un des peu fois égaré. aussi ça nous fait peur. L'IA. Enfin par exemple, je sais pas si t'as vu mais t'as un mec qui s'appelle Jeffrey Hinton. Et en gros, c'est un des pionniers de l'IA. Et en mai 2023, dans le New York Times, il a dit qu'il avait des craintes, notamment sur l'amas des fakes et tout, et que ça le rassurait pas. Et en vrai, quand un des pionniers de l'intelligence artificielle te dit j'ai des craintes, Ouais, je ça le fait un vis peu pas hyper Oppenheimer bien. vibes, Ouais, tu vois voilà. pas. Moi, j'écris un truc, mais je suis pas fan. Mhm. Des fois, ça nous arrange bien en vrai, l'IA. Tu vois, là, pour le titre de cet épisode, j'ai trop la flemme de chercher. Je vais demander à une intelligence artificielle de me trouver un titre sur l'intelligence artificielle. C'est une excellente idée. Et des fois aussi, on comprend rien. Genre, quand on regarde les nouvelles législations, etc., tu te perds un peu. Et des fois, on comprend, mais on ne sait pas vraiment quoi penser. Quand tu observes les débats scientifiques autour de la conscience de l'IA, par exemple. C'est clair. Et enfin, peut-être qu'on peut dire que des fois, ça nous impressionne. Quand on entend les avancées, les promesses en matière de santé, etc., ça te paraît énorme, quoi. En tout cas, c'est clair que ça laisse pas de marbre. Ah, frère, je suis traversée. Bouleversée, chamboulée. Et j'ai pas d'autres termes, c'est toi qui as fait. Ouais. Comme d'hab, on a l'impression que ça bug un peu. Par exemple, il y a une demande de moratoire sur l'intelligence artificielle. En gros, un moratoire, c'est un terme juridique pour dire « venez, on fait tous pause ». Et en mars dernier, il y a un moratoire qui a été signé par des centaines d'experts mondiaux pour faire une pause dans les développements de l'intelligence artificielle, jusqu'à ce que certains points soient mieux encadrés. Et parmi les personnes du domaine, il y avait notamment Elon Musk. Pas très bon signe, t'as vu. Ouais, grave. Et ça a l'air d'être un sentiment qui est assez généralisé. Souviens-toi l'article qu'on avait lu de Adoxa, comme quoi il y avait 67% des Français qui percevaient l'IA comme une menace. Ouais, c'est énorme, hein. Ça inquiète en fait une majorité. Et en même temps, t'as un peu aussi l'impression d'avancées technologiques dingues qui pourraient permettre d'accélérer plein de choses, genre de lutter contre certains trucs et tout, quoi. Des trucs et des choses, ouais. C'est bien. On ne fait rien pour les exemples, mais on va voir ça ensemble. Donc comme d'hab, quand ça bug, on va essayer d'y voir plus clair avec des experts. Let's go! La matrice a bugué. Vous commencez à nous connaître. On va pas juste dire qu'on a invité des experts. On a invité la crème de la crème. C'est clair. Donc face à toutes nos interrogations sur l'intelligence artificielle, on a décidé d'aller rencontrer 2 spécialistes de l'IA.
qui travaillent sur des thèmes hyper différents. La première s'interroge sur la conscience de l'IA et la seconde aborde l'IA comme un moyen de révolutionner la médecine. Donc là, t'as parlé de conscience de l'IA et on va faire comme si c'était pas du tout impressionnant, c'est ça ? T'inquiète. Mais plus généralement, grâce à ces spécialistes, on veut se poser la question de qu'est-ce qu'on entend vraiment par intelligence artificielle ? Qu'est-ce que ça implique dans nos quotidiens ? Comment ça fonctionne ? Enfin, on va pas rentrer dans des détails Les grandes lignes, quoi, techniques, c'est pas le but, mais on veut se poser un peu des questions éthiques et donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à la conscience. Bref, il y a matière à réflexion. Donc c'est parti, let's introduce les stars brillantissimes de cet épisode. D'abord, Aïda El Amrani, chercheuse et spécialiste de l'IA, qui étudie la philosophie de l'IA et qui travaille tout particulièrement sur, comme on l'a dit, la conscience de l'IA et tout ce qui est questions éthiques relatives à l'intelligence artificielle. Et puis, Ladies and gentlemen, c'est mieux quand c'est la prod qui le fait quand même. Oh, jalouse. On a Juliette Raffort-Larère, médecin biologiste et spécialisée dans la recherche sur les maladies cardiovasculaires, qui est titulaire d'une chaire sur l'intelligence artificielle. Alors déjà, pour mieux les connaître, et parce qu'on se demandait comment s'approprier le sujet de l'intelligence artificielle, on a voulu leur demander comment est-ce qu'elles en étaient venues à travailler sur ce sujet. T'as vu, c'est bien, on y va tranquillement. J'apprécie que t'attaques pas le sujet par la face nord, en t'attaquant genre aux catégories de l'IA. On y va tranquillou. T'inquiète, on va venir. Moi, je reviens de vacances, je suis bronzée, on y va doucement. Déjà, pour Aïda, l'informatique, ça a toujours été son truc. Ça me rappelle... pas nous, en fait. Pas nous. Ah, c'était gratuit. En fait, j'étais dans l'informatique depuis que j'étais toute petite. Donc, j'ai commencé la programmation quand j'avais 9 ans. Et à l'époque, déjà, justement, en fait, je me demandais si j'allais pouvoir un jour parler à l'ordinateur. J'aurais aimé qu'il comprenne ce que je disais. Et donc, je me suis, en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser un peu ces questions. Et j'ai fait la fac d'informatique. Et donc, j'ai fait un master d'informatique fondamentale, dans lequel on a surtout étudié des sujets très théoriques, en fait. Et puis après, j'ai un peu... en fait, comme j'étais toujours intéressée par l'IA, je me suis mise un peu à appliquer mes connaissances en matière d'analyse de données, d'analyse et traitement de données, tout ça, sur plusieurs sujets. Et en parallèle de ça, je me suis mise à faire des recherches sur la conscience artificielle. Et donc, en fait, ça m'a amenée finalement à basculer vers la philosophie. Voilà. Pour Juliette aussi, le parcours est assez singulier. C'est vrai que j'ai un parcours assez atypique parce que donc je suis médecin, praticien hospitalier au CHU de Nice et j'ai commencé à travailler sur l'IA il y a 6 ans sans vraiment savoir en fait que je faisais de l'IA. Donc au cours de mes études de médecine, je me suis vraiment intéressée à la recherche. Donc effectivement, j'ai fait une thèse de sciences et ensuite j'ai passé mon habilitation à diriger des recherches. Et c'est vraiment en fait au cours de la pratique et aussi au cours de mes recherches que je me suis tournée en fait vers l'intelligence artificielle et des techniques innovantes, sans vraiment savoir sans avoir étiqueté en tout cas avec ce mot. Bon, maintenant que les présentations sont faites, attaquons-nous au sujet épineux. Et t'as vu, c'est marrant, Juliette, elle parle d'étiqueter ce mot. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, je le vois un peu comme le mot étiquette, un peu fourre-tout de plein de disciplines. Ouais. Genre, ça va recouvrir, je sais pas, l'informatique... De la socio, de la philo. Bah là, on le voit avec Juliette, la médecine. On le retrouve un petit peu dans tout. Et du coup, peut-être qu'avant de s'attaquer aux questions de l'éthique, de l'usage dans la médecine, des biais sexistes, de la législation et tout ça... Tu spoil. Faut se demander, c'est quoi l'IA ? Ouais, basiquement. Let's go. Donc c'est à la fois une discipline et une technologie. Et en fait, c'est même plus précisément tout un ensemble de technologies. Il n'y a pas qu'une seule intelligence artificielle. Ça correspond vraiment à beaucoup d'algorithmes et de techniques très différentes. Mais en tout cas, ce sont des algorithmes qui visent à imiter les facultés humaines, intellectuelles. Facultés intellectuelles humaines. Et donc, à partir de cette définition qui est quand même très large et assez généraliste, on s'est demandé si on pouvait un peu catégoriser l'IA. Est-ce qu'il y a des petites sous-définitions, tu vois ? Il y a pas vraiment de catégorisation
canonique de l'intelligence artificielle. Quand on prend même les manuels d'introduction à l'IA, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de techniques qui peuvent se recouper, qui vont avoir des éléments un peu similaires, mais qui seront quand même différentes par ailleurs, et sur beaucoup de choses différentes. Donc au final, ça fait vraiment une grosse zoologie, on va dire, mais en gros, il y a quand même deux choses qu'on peut séparer. C'est l'IA d'ancienne génération, ce qu'on appelle le good old-fashioned AI. Et ça, c'était des IA, en fait, qui étaient principalement spécialisées sur le fait de pas utiliser trop de ressources en termes de puissance de calcul, en termes de mémoire, parce qu'à l'époque, les ordinateurs étaient beaucoup moins puissants. Et à côté de ça, il y a les nouvelles techniques aujourd'hui, quand on parle d'IA, on parle surtout de deep learning. Et donc ça, ce sont les techniques dites d'apprentissage. Donc en gros, ça fait cette catégorisation, cette espèce de scission entre d'un côté des systèmes plutôt axés sur de la logique pure et très formelle, et d'autres systèmes qui vont être eux basés plus sur de l'apprentissage et donc qui vont être plus statistiques. Et Juliette aussi, elle nous explique qu'il y a des grands champs dans l'intelligence artificielle. Définir l'IA, et c'est vrai que ça a été un des enjeux il y a quelques années quand j'ai vraiment débuté à m'intéresser à ce domaine. La première question évidemment que tout le monde se pose et que je me suis posée moi-même, c'est qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle et qu'est-ce qu'on peut en espérer dans le domaine de la santé, qu'est-ce qui est créé, etc. Donc donner une définition unique, évidemment, c'est quasiment impossible, mais je la décrirai de façon très générale. L'intelligence artificielle, en fait, c'est le développement d'ensemble de techniques ou de technologies qui visent à reproduire certaines caractéristiques de l'intelligence humaine. Alors, ça peut être très large, ça peut être par exemple les capacités d'apprentissage, les capacités de reconnaissance, d'adaptation ou encore d'interaction sensorielle. Et donc, dans l'intelligence artificielle, on va distinguer très schématiquement, trois grands champs. Tout d'abord, il y a celui de la vision, qui est l'analyse de tout ce qui touche aux images ou aux vidéos. Donc, dans le domaine médical, concrètement, c'est ce qui va toucher l'analyse de l'imagerie des patients, que ce soit par exemple un cliché de radiologie, un scanner, une IRM ou encore une échographie. Le deuxième grand champ va être celui de la robotique, où là, en fait, on vise à développer des systèmes ou des robots dits intelligents, donc qui sont capables de réaliser certaines tâches ou fonctions qu'on leur attribue. Et le dernier grand champ, c'est celui de l'analyse du langage naturel, qui va toucher à l'analyse du langage oral ou écrit. Donc là aussi, pour donner des exemples très concrets, en fait, on le retrouve dans notre vie quotidienne sans s'en rendre compte, sur nos smartphones, par exemple, la reconnaissance vocale, ça fait partie d'algorithmes de Natural Language Processing. Dans le domaine, et puis là, on en a entendu bien sûr parler récemment avec le lancement de ChatGPT en fin 2022, qui nous a vraiment permis de s'intéresser et de faire découvrir au grand public ces domaines. La matrice a bugué. Il y a un truc qui est revenu souvent lors de nos discussions avec Aïda et Juliette, c'est une sorte de métaphore de l'éducation. Ou une allégorie, je sais plus. C'était ton moment de briller, purée. Ouais, la L, désolé. En fait, c'est un peu comme quand tu éduques un enfant. On a beaucoup retrouvé le terme de « on doit entraîner l'IA ». Et en gros, comme ton gosse, tu fais pareil avec le développement d'applications. Donc, il va reproduire ce que tu lui apprends. Tu vas lui fixer des règles aussi. Ouais, exactement. Et on a posé la question à Aïda justement. Comment est-ce que tu entraînes, comment est-ce que tu apprends quelque chose à un algorithme d'intelligence artificielle ?
est-ce qu'il évolue seul ou est-ce qu'il y a une base fixe et ensuite tu viens rajouter des briques ? On peut faire les deux. On peut programmer ces algorithmes pour qu'ils continuent à apprendre de chacune de leurs interactions, ou bien, et en général, on opte plutôt pour la deuxième solution. En général, on ne les laisse pas apprendre continuellement. On les entraîne sur des données qu'on maîtrise, et puis ensuite, à la limite, on les laisse apprendre de façon minimale des nouveaux éléments. Mais la raison pour laquelle on fait ça, c'est tout simplement pour mieux contrôler finalement le comportement de ces algos, parce que en général, ce qu'on va faire, c'est que on va bien sélectionner les données qu'on emploie pour les entraîner, et ensuite on va les tester. Et donc ça nous permet de raffiner vraiment le modèle, et parce qu'en réalité il pourrait apprendre du même ensemble de données, il pourrait apprendre d'énormément de façons différentes. On peut apprendre différentes choses, il n'y a pas qu'une seule façon de comprendre le langage. Et donc finalement au niveau de l'ingénierie, pour arriver à avoir les meilleurs résultats, ce qu'on fait, c'est qu'on l'entraîne et puis on fait des tests pour mesurer ses performances sur plein de choses, et à partir de là, ça nous permet de raffiner le modèle, et quand on a un modèle qui nous satisfait, à ce moment-là, c'est celui-là qu'on va utiliser, qu'on va sortir comme un produit, par exemple. Et sur cette question de l'entraînement des IA, Juliette, elle nous raconte aussi comment ça fonctionne dans son domaine, celui de la médecine et de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la détection des maladies. Alors oui, effectivement, en fait, quand on va entraîner les modèles, on va du coup derrière analyser sa précision et sa justesse pour réaliser la tâche qu'on lui demande. Donc on va, nous dans ce qu'on fait, en tout cas dans l'imagerie, quand on développe, on va toujours le comparer par rapport à ce qui va être trouvé par un expert humain qui aura lui-même fait l'analyse. Donc vraiment, très concrètement, pour ce qui est de l'analyse d'image, en fait, on va regarder par exemple ce que le logiciel a fait pour, quand on lui demande trouve-moi cette artère, il va nous montrer où est-ce qu'il l'a trouvée et ce qu'il mesure, et on va vraiment comparer à l'image qui a été faite par un opérateur humain. Donc vraiment, il y a toute cette étape en fait qui est très importante, c'est donc d'entraînement et de validation pour voir quelle est la performance justement de la technique pour réaliser la tâche. Et donc bien sûr, quand on s'aperçoit qu'il y a des erreurs, on va essayer de continuer d'entraîner le modèle pour justement l'améliorer et le rendre de plus en plus performant. Si on poursuit avec notre métaphore de l'éducation de l'enfant, il y a aussi une notion de contrôle. On ne dit pas à l'IA de filer dans sa chambre parce qu'elle est privée de dessert, parce qu'elle a fait de la merde, mais il y a toujours une notion de cadre, et l'IA est programmée à se développer d'une certaine manière. Les IA développent des compétences qu'on n'a pas programmées en elles, ça c'est sûr. Ouais. Donc, notamment, comme on le disait, on a mentionné la grammaire. Donc voilà, avoir un usage parfait de la grammaire, c'est pas quelque chose qu'on a codé en dur dans l'algo, mais en fait on parle même d'habilités émergentes de la machine, de ce type d'IA. Et on prouve en fait qu'elles ont énormément de capacités que finalement on n'avait pas du tout prévu, qu'on n'avait pas essayé de programmer dedans. On a évoqué le terme de conscience de l'IA, comme si de rien n'était, mais je pense que le sujet mérite qu'on s'y intéresse un petit peu plus profondément. Donc on a posé la question à Aïda, la spécialiste de la question. Du coup, tout bêtement, on va commencer par se demander qu'est-ce que la conscience ? Une vaste question. Déjà, il faudrait définir la conscience, ce qui n'est pas une mince affaire. La conscience, c'est d'expliquer que c'est le phénomène qui démarre quand on se réveille et qui s'arrête quand on s'endort. Ça, c'est généralement une façon assez simple de résumer. Et en fait, pour comprendre ce qu'on entend quand on dit qu'on peut étudier la conscience de l'intelligence artificielle, il faut faire la différence entre deux grandes familles de conscience. Conscience fonctionnelle et conscience phénoménale. En vrai, c'est pas si compliqué, vous allez voir. En gros, si j'ai bien compris, la conscience fonctionnelle, ça va être tout ce qui est calculable,
Ok. Et la conscience phénoménale, ça va être tout ce qui est expérience en elle-même. Moins clair. Du coup, Aïda, elle explique mieux que nous. Mais après, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, il y a notamment une différence fondamentale à faire au niveau de la conscience. Il y a d'un côté ce qu'on appelle la conscience fonctionnelle, c'est-à-dire c'est tous les aspects finalement qui vont être computationnels, en gros. Ça va être tous les aspects qui vont être un peu calculables, donc... toute la partie presque algorithmique. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la conscience phénoménale. Et la conscience phénoménale, c'est ce qu'il y a de plus problématique en réalité. La conscience phénoménale, c'est vraiment l'expérience en elle-même. Et c'est la qualité de cette expérience, le fait que du rouge finalement apparaisse de cette façon et pas comme un son ou comme une autre couleur ou même comme de la douleur, pourquoi pas. C'est effectivement le fait d'avoir ce ressenti, c'est vraiment la qualité du ressenti. Donc pour comprendre la conscience de l'IA, si on suit Aïda, on va rester dans le champ de la conscience fonctionnelle. Mais donc ça, cette qualité de l'expérience, ça c'est quelque chose de très problématique parce que c'est quelque chose qu'on ne peut observer qu'à la première personne. Okay. Or, la méthode scientifique, elle se base sur des observations objectives, empiriques, et malheureusement, c'est impossible d'aller vérifier dans l'esprit de quelqu'un qu'il est conscient finalement. Étant donné qu'on peut pas aller le vérifier à la première personne, eh bien, on a exactement le même problème avec les ordinateurs. On n'est pas en mesure d'établir avec certitude s'ils peuvent avoir ce genre de ressenti ou pas. Ah ouais. Du coup, vas-y. On pense quoi, nous ? Nous ? Ouais, je dis nous, Manon, d'accord, parce qu'on peut pas se diviser, d'accord. Nos petits cerveaux, ils sont déjà trop étriqués pour un neurone sur deux, j'ai compris. Voilà. Il y a énormément de théories différentes sur le sujet. En fait, c'est assez amusant, mais ce sujet, on le retrouve déjà dans l'Antiquité. Et oui. Non, alors pas de l'IA, mais le problème de la conscience, en fait, c'est le problème de l'esprit, le rapport entre l'esprit et la matière. C'est un problème qui a occupé des philosophes pendant des millénaires. Et ça continue de les occuper. Il y a de grands débats à ce sujet. De toute façon, c'est un sujet qui peut aussi avoir de grosses implications morales, notamment par rapport à la religion, à la question de la vie après la mort, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment un sujet qui déchaîne les passions chez les philosophes. Ok, donc là, si les vieux barbus de l'Antiquité, ils étaient déjà pas d'accord, on en est où aujourd'hui ? Et tu sais quoi, on va poser la question à Aïda. Où en sont ses travaux et quel est son regard sur tout ça, en fait ? Faisons ça. En ce moment, en fait, je travaille sur un projet. On implémente un module de conscience artificielle basé sur les travaux d'un neuroscientifique américain, Michael Graziano, et qui travaille avec nous d'ailleurs. Et on essaye d'implémenter ça dans une IA. Sa théorie, c'est la théorie du schéma de l'attention. Donc c'est une théorie de la conscience qui permet finalement de sélectionner l'information à sélectionner. Oui, c'est un mécanisme de contrôle de l'attention en fait. C'est un mécanisme de contrôle de l'attention. Donc ça, ce serait plutôt du coup, ça tombe plutôt sous le coup de la conscience fonctionnelle. Et je dois avouer que même si je suis absolument passionnée par le sujet de la conscience phénoménale et de la sentience, et que bon, c'est un peu un objectif de recherche. Aujourd'hui, on n'a pas de moyen de le savoir. On n'a pas de moyen de savoir si l'IA est vraiment sentiente ou pas. Donc je me focalise plus sur la conscience fonctionnelle, c'est-à-dire arriver vraiment à reproduire un sens de soi et un sens de l'attention dans la machine qui soit comparable à celui de l'humain.
D'accord. Et je pense que c'est justement à force de développer ce genre d'outils qu'on finira par mieux comprendre aussi comment fonctionne la conscience chez l'humain. Wow. Il n'y avait pas un générique dans Black Mirror ou un son qu'on pourrait sortir parce que ça fait très épisode de Black Mirror, ça, quand même. Je suis d'accord. Moi, ça me rappelle l'épisode de la saison 1 où ils ont tous un implant pour avoir tous leurs souvenirs parfaitement intégrés. Ça finit mal, hein. Ouais, c'était pas top. Mais du coup, qu'est-ce qu'on entend concrètement par man uploading? T'as un bête d'accent, toi. Merci. Mind uploading, c'est la possibilité d'uploader finalement sa conscience dans un ordinateur ou un algorithme, dans un autre médium. Voilà, dans un ordinateur, on va dire, c'est plus simple. En arrivé là, on a aussi toutes les interfaces cerveau-machine qui sont en développement de plus en plus. Et donc, avant d'en arriver au mind uploading, on va avoir simplement l'augmentation de l'humain. Et on a déjà une certaine forme d'augmentation avec les smartphones aujourd'hui, mais c'est encore externe. Et puis progressivement, on va se mettre à avoir de l'augmentation de l'humain. Ça paraît dur à visualiser ce lien cerveau-machine. Je m'imagine plein de trucs, mais ça va de tout à n'importe quoi. Oui, c'est pas très concret. On peut avoir accès directement à un logiciel, pouvoir accéder directement à Wikipédia, ce genre de choses. Voilà, c'est la fusion un peu entre l'humain et la machine. Il y a, d'ailleurs, Elon Musk travaille là-dessus. Il a une société qui s'appelle Neuralink. C'est loin d'être les seuls dans le monde à travailler sur ce genre de choses, mais à terme, l'idée, c'est effectivement d'arriver à augmenter l'humain, donc sur plein de choses différentes, mais avec des implants. Avant d'en arriver là, parce que ça, c'est pas non plus ce sur quoi je travaille du tout, mais par rapport à la conscience, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on va finir par avoir des technologies qui vont nous permettre d'avoir de nouveaux tests finalement, et du coup d'arriver à mieux comprendre et à mieux tester la conscience phénoménale. La matrice a bugué. Donc finalement, on le voit, on est un peu aux prémices des recherches sur la conscience de l'intelligence artificielle. Et on l'a compris, c'est d'autant plus compliqué que les chercheurs ont du mal à s'accorder sur la définition même de conscience. Donc un grand merci à Aïda déjà pour ses premières bases. On a vu que de nombreuses publications voient le jour sur le sujet, et si ça vous intéresse de creuser, il y a un article vraiment top dans Claire Manière sur le site Trust My Science qui s'appelle « Une intelligence artificielle consciente verra-t-elle bientôt le jour ?» Il est vraiment bien. C'est 6 minutes de lecture, donc on retrouve pas mal d'exemples qui permettent d'illustrer différents chemins de pensée. Et tu vois, si j'essaie de reboucler un peu toute cette affaire, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle toujours d'avancée. Tu vois, genre avancée technologique, psychologique, philosophique et scientifique aussi. Et j'ai l'impression qu'on se retrouve avec un sentiment un peu partagé entre peur et enthousiasme. Et en parlant avec Juliette, justement, ce sentiment de peur, il s'est un petit peu allégé parce que ces recherches, perso, je les ai trouvées incroyables et je pense que tu partages mon avis. Ouais, carrément. Donc, en l'écoutant, c'est un peu niais peut-être de dire ça, mais ça a un peu rempli d'espoir, en tout cas, son utilisation de l'IA dans la santé. Yes. Est-ce qu'on peut faire une annonce à la Lorraine Bastide dans la poudre, s'il te plaît? Vas-y, let's go, tente-le. Avec Juliette, on a parlé d'éthique de l'IA, de progrès et d'égalité. Franchement, Petit chuchotement et tout. j'achète. Je suis fan. On avait 50 000 questions à poser à Juliette. C'est clair. Parce que quand on en parlait entre nous, on se disait, en vrai, moi j'ai pas envie que ce soit un robot type ChatGPT ou je ne sais qui, ou je ne sais quoi, en vrai, qui analyse mes douleurs de règles ou ce genre de choses. C'est clair. Ou qu'il fasse ma prochaine radio, tu vois. Donc on a un peu posé les questions à Juliette sur quelles sont les avancées scientifiques en matière de médecine que permet l'IA. Et toutes les questions un peu qu'on a entendues lors des audios que vous avez entendues en introduction, genre est-ce que ça va finir par remplacer les médecins, dans quel domaine concrètement ça peut intervenir, etc. Donc, pour donner des exemples très concrets d'applications, on peut espérer des applications directement pour la prise en charge des patients. Donc, notamment, en fait, l'apprentissage automatique et les algorithmes d'intelligence artificielle permettent d'analyser de très très gros volumes de données et peuvent permettre donc de mieux comprendre les mécanismes à l'origine des maladies ou de mieux recouper les données des patients.
Donc ça peut être utilisé par exemple pour améliorer le diagnostic des maladies. Notamment, donc c'est le travail que nous faisons nous dans le domaine de l'imagerie. On utilise ces techniques pour améliorer l'analyse, notamment des scanners des patients, pour mieux détecter par exemple certaines lésions vasculaires. Aussi, on peut s'en servir pour mieux analyser et évaluer le pronostic des patients. Donc le pronostic, c'est mieux comprendre quelle va être l'évolution de la maladie, mieux prédire les risques pour les patients. Donc ça permet notamment d'optimiser les stratégies de surveillance des patients et aussi les stratégies d'intervention thérapeutique. Par exemple, chez un patient à plus haut risque, on pourra peut-être proposer plus précocement un traitement ou une intervention chirurgicale. Également, bien sûr, on en espère des outils pour la prise en charge thérapeutique directement des patients, donc pour optimiser leur traitement et pour pouvoir proposer une prise en charge personnalisée qui va vraiment prendre en compte en fait toutes les données des patients. Donc leurs caractéristiques cliniques, le stade de la maladie, et puis donc toutes les données qu'on aura pu recueillir à l'imagerie et au niveau du bilan biologique. Et aujourd'hui, est-ce que ce sont des choses qui sont faites ? En gros, on en est où ? Alors, donc oui, en fait, pour l'instant, la plupart des études qui sont publiées pour l'instant en sont au stade de recherche, donc plutôt de preuve de concept, c'est-à-dire qu'il y a des résultats qui sont très encourageants, qui montrent que notamment ces algorithmes peuvent être potentiellement capables de mieux prédire le risque de certains patients. Après, évidemment, pour que ces applications ensuite soient vraiment adoptées et utilisées en pratique clinique, ça nécessite encore beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'il va falloir les valider sur des cohortes beaucoup plus larges de patients pour s'assurer que ça fonctionne bien et que c'est applicable à l'ensemble des cas de la population. Il faut que ça soit vraiment donc validé par les professionnels de santé, de s'assurer tout d'abord de la précision, de l'efficacité de ces méthodes, de leur sécurité bien sûr, et ensuite il reste ensuite tout à définir leurs conditions d'utilisation et évidemment toutes ces applications d'intelligence artificielle n'ont pas à vocation de remplacer les professionnels de santé, mais vraiment de compléter et de les aider dans la prise en charge. Il faut vraiment le voir comme en fait des outils, tout comme les outils qui sont déjà à disposition et qui doivent bien sûr rester sous la responsabilité médicale et qui ne remplacent en rien l'expertise finale du médecin et bien sûr aussi tout son accompagnement dans la prise en charge des patients. Et pour prendre un exemple qui illustre bien tout ça, Juliette, elle nous parle de l'utilisation des outils automatiques dans son travail. Je suis en fait titulaire d'une chaire en intelligence artificielle à l'Institut Troya Côte d'Azur et donc au sein de mon équipe, on a vraiment en fait 3 grands axes de recherche. Donc toujours application de l'intelligence artificielle dans les maladies cardiovasculaires. Donc on va s'intéresser à différentes maladies. Donc les maladies cardiovasculaires, en fait, on entend les maladies qui touchent le cœur, mais aussi qui touchent les vaisseaux, notamment les artères. Nous, on s'intéresse à toutes les maladies vasculaires périphériques. Donc notamment aux maladies qui peuvent toucher l'aorte, comme l'anévrisme de l'aorte, qui correspond en fait à une dilatation de l'aorte qui est une maladie potentiellement grave, qui peut entraîner un risque de rupture chez ces patients. Donc il va falloir bien sûr suivre et traiter. On s'intéresse aussi à tout ce qui est artérie des membres inférieurs. Donc ce sont les maladies qui vont boucher les vaisseaux au niveau des artères, notamment au niveau des jambes, qui là aussi peuvent entraîner des complications potentiellement importantes chez les patients, qui peuvent menacer parfois le pronostic fonctionnel du membre. Et puis dans les maladies cardiovasculaires, dans les principales maladies cardiovasculaires aussi, il y a les atteintes des artères carotides, la sténose carotidienne, le rétrécissement en fait du calibre de ces artères qui peuvent potentiellement entraîner des risques d'accidents vasculaires cérébraux chez ces patients. Donc nous nous intéressons donc à différentes pathologies, donc notamment l'anévrisme de l'aorte, l'artérie des membres inférieurs, et on développe notre recherche sur vraiment 3 grands axes. Le premier, on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est celui de l'imagerie. Donc on développe en fait des outils pour mieux analyser les scanners des patients. Donc dans différents buts.
soit de mieux directement détecter les lésions, ou aussi de mieux les caractériser, ou d'extraire des informations très précises sur l'anatomie de l'ensemble du système vasculaire des patients pour mieux aider et guider le geste opératoire lorsqu'il est indiqué chez les patients. Et donc nous nous intéressons vraiment à développer des outils automatiques, parce que ce sont des analyses qui en pratique sont déjà faites par les cliniciens, mais avec les outils actuels, ça peut être des analyses qui peuvent être assez longues, fastidieuses à réaliser, et qui aussi nécessitent vraiment une expérience, une expertise des opérateurs, et qui sont sujettes aussi parfois à un risque de variation, puisque ce sont des mesures qui sont effectuées de façon entre guillemets manuelle, en cliquant d'un point à l'autre pour analyser l'image. Voilà, donc notre but c'est vraiment d'automatiser, d'avoir des outils qui rendent cela plus facile, plus rapide et plus reproductible. Donc vraiment voilà, un outil pratique pour l'utilisateur. C'est intéressant car Juliette parle vraiment de l'IA comme un outil. Ouais. Et on a beaucoup parlé de peur dans ce podcast, et finalement, indirectement, elle répond à cette crainte qu'on a pas mal exprimée. La peur de voir des professions remplacées par l'intelligence artificielle. Et pour Juliette, dans la médecine, la réponse est très claire. Pour moi, l'intelligence artificielle, il faut vraiment le voir comme un outil. Le but, ce n'est pas de faire des tâches à la place de l'humain, c'est d'aider l'humain à optimiser certaines tâches. Donc, pour moi, l'IA ne pourra pas remplacer l'expertise médicale finale. Par contre, ça peut donner de nouveaux outils à disposition du clinicien pour l'aider à mieux, pour l'aider dans le diagnostic, dans la prise en charge des patients. Mais l'expertise médicale doit toujours encadrer l'utilisation et le contrôle par l'humain reste très important, à mon sens. En fait, finalement, pour moi, le raisonnement, l'IA, c'est vraiment une technologie comme on pourrait utiliser une autre technologie qui n'utilise pas d'intelligence artificielle en médecine. En fait, toute innovation doit forcément être encadrée, contrôlée, testée et validée. Après, il est vrai que l'IA apporte des challenges supplémentaires dans le sens où c'est une technique qui a ses spécificités, donc qui apporte peut-être encore plus de nécessité de contrôle et de validation. Mais dans tous les cas, le contrôle et puis l'expertise médicale finale restent toujours au cœur. Et vraiment, surtout dans le domaine de la santé, ça reste vraiment primordial. Et puis il faut garder à l'esprit que l'intelligence artificielle amène vraiment des outils, des techniques, mais il y a des choses qui ne peuvent pas... Au-delà de l'expertise médicale, il y a toute la dimension humaine, psychologique, dans la prise en charge des patients. Et plus généralement, c'est un sujet qui interroge beaucoup. Il n'y a pas longtemps, tu vois, il y a un collègue qui m'a dit moi, ma sœur traductrice, dans 2 ans, elle aura sûrement plus de boulot. Hein. Ouais, il y a plein de secteurs qui sont assez inquiets, que ce soit... dans le monde informatique, le secteur des développeurs, de la cybersécurité, beaucoup se posent des questions, même carrément dans le monde artistique. Ouais, j'ai une amie, elle est belge, et elle est trop stylée. Et en fait, elle s'appelle Angèle. Ok, et moi j'adore quand tu t'inventes des vies. Et il y a pas longtemps, elle l'a écrit dans un post, elle disait qu'elle s'inquiétait pour sa profession à la suite d'un son d'un rappeur qui avait été en gros remasterisé. Avec sa voix. En plus, le son, il était bien. Il était trop stylé. Sans blaguer, Aïda, elle nous partage aussi sa vision de chercheuse sur l'évolution des métiers et de la place de l'IA dans ceux-ci. Je pense que oui, on assiste à une transformation assez profonde de la société, et c'est juste le début. Sur un métier de traducteur, par exemple, en fait, ce qui va se passer, c'est que plutôt que d'avoir à faire de la traduction, maintenant on va faire de la post-édition. Mais du coup, effectivement, on a besoin de beaucoup moins de traducteurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir observer sur de plus en plus de domaines. Mais en parallèle de ça, ça développe aussi de nouveaux métiers. On a besoin de plus de personnes pour travailler sur l'IA, on a besoin de plus de personnes pour créer du contenu pour l'IA. Donc en fait, la question, c'est surtout est-ce qu'on va arriver à former les gens suffisamment rapidement ? Je sais pas toi, mais j'ai une autre peur qui persiste. Enfin, c'est pas vraiment une peur, mais c'est comme un bug bien persistant dans l'IA. C'est les biais sexistes et l'intelligence artificielle. Ouais.
Et il y a plein de recherches qui le montrent, hein, je sais pas si t'as vu, mais que l'IA, elle reproduit un certain nombre de biais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait sur l'entraînement des algorithmes et la ressemblance à un enfant que t'éduques. Tu vois, ça peut reproduire des biais. Et par exemple, les biais sexistes, ça a été pas mal souligné en fait dans l'intelligence artificielle. Et ça reprend un peu ce qui se passe avec Google Images. Vous savez, quand par exemple, tu retrouves des femmes en tenue sexy quand tu tapes écolière, tandis que tu retrouves des petites images de petits garçons mignons quand tu tapes écolier, quoi. Ouais, autre exemple, il y avait eu une enquête qui avait été réalisée. On avait demandé à une intelligence artificielle de sortir des images correspondant à CEO. Donc comme c'était en anglais, c'était non-genré. Ouais. Et ils avaient ressorti que des mecs blancs de quarantaine, cinquantaine d'années à chaque fois. Donc ça veut bien dire qu'il y avait un souci dans l'entraînement. Biais, quoi. Ouais. Et en fait, c'est ça, l'IA reproduit ce qu'on lui apprend et en gros, elle reproduit aussi nos merdes, quoi. Et Aïda, elle nous en parle. Et vous allez voir, on retrouve encore notre allégorie métaphore de l'enfant et de son éducation. T'as toujours pas choisi? Non. Ok. La question des biais, oui, c'est effectivement, on le sait bien. Par exemple, sur les modèles de langage, qui reproduisent les biais qu'ils ont appris. Et donc, en fait, on développe des benchmarks, justement, et des tests pour essayer de corriger ça. Il n'y a pas une seule façon de le corriger, c'est un peu comme éduquer un enfant, il n'y a pas une façon d'éduquer l'enfant, enfin, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de canon, il n'y a pas une façon de résoudre ce genre de problème. Donc on assiste à une multitude de modèles qui ont chacun leur propre biais, comme finalement l'humain. Nous aussi, on est avec nos propres pieds. Faut pas se leurrer là-dessus. On a tous des biais, on a tous des torts et voilà. Et donc nos IA aussi ont des personnalités. Donc ce qui compte surtout, c'est justement d'apprendre à mieux les sonder et à développer de plus en plus d'outils pour analyser la personnalité de ces intelligences artificielles. Et inversement, j'ai fait mes petites recherches, t'as vu, pour le podcast. Purée, t'as fait tes devoirs, toi. Bon élève, toujours. Et j'ai vu que l'IA, dans le cadre de la santé, ça pouvait aussi permettre de lutter contre des biais sexistes. Ah ouais? Eh ouais, madame. Putain. En gros, les femmes, elles sont souvent, t'as vu, sous-représentées dans les essais cliniques. Par exemple, sur les essais antirétroviraux, j'ai une petite note sous les yeux parce que je sais pas dire antirétroviraux. Et sur les vaccins, les femmes, elles représentent seulement 19% et 38% des volontaires. Or, avec l'intelligence artificielle et du coup l'utilisation, tu vois, d'un plus grand nombre de jeux de données, tu peux plus prendre en compte les spécificités des femmes, etc. C'est excellent. Donc en fait, avec l'IA, tu luttes contre ce biais-là. Ok. Alors oui, c'est un enjeu, c'est un enjeu, qui est majeur, puisque donc il y a un enjeu bien sûr donc déjà technique, comment accéder à ces données, comment fédérer ces données, puisqu'en fait pour développer des modèles qui soient représentatifs de l'ensemble de la population, qui soient robustes, qui soient efficaces, on a besoin d'entraîner les modèles sur vraiment un grand nombre de données. Donc il y a une réelle nécessité en fait de fédérer, de coordonner la recherche dans le domaine au niveau national, mais aussi au niveau international européen. Et c'est ce que nous faisons en fait dans notre équipe. On fait partie de réseaux européens pour vraiment fédérer les données de santé. Donc on travaille dessus et comme j'y viendrai après, c'est un des deuxièmes grands axes de notre recherche. Voilà, c'est de fédérer la recherche au niveau européen. Et on s'intéresse notamment en fait aux maladies cardiovasculaires chez les femmes. Donc c'est vrai qu'en fait, historiquement, en fait, on a longtemps considéré que les femmes sont moins à risque de maladies cardiovasculaires. Et finalement, on est en train de se rendre compte que comme les maladies cardiovasculaires touchent, en tout cas en nombre, touchent moins souvent les femmes, finalement, les femmes ont tendance à être sous-diagnostiquées ou diagnostiquées à un stade plus tardif, ou parfois à bénéficier d'un traitement qui est un petit peu moins optimal. Donc, on est en train de se rendre compte de ça. Et il est vrai qu'il y a des réelles différences dans les maladies cardiovasculaires entre les hommes et les femmes. Alors, ça peut s'expliquer bien sûr par la génétique. Il y a des facteurs hormonaux ou environnementaux, l'hygiène de vie qui peut être parfois différente entre les hommes et les femmes, notamment sur les habitudes tabagiques.
Mais en tout cas, on se rend compte que même si les femmes sont en prévalence, en proportion moins touchées, les maladies cardiovasculaires peuvent être graves chez certaines d'elles et surtout, elles peuvent avoir une évolution différente aussi de celle des hommes. Et comme historiquement, la plupart des études qui ont été faites incluaient majoritairement des hommes, les recommandations pour la pratique clinique à l'heure actuelle ne proposent pas, et on ne sait pas en fait exactement si on doit appliquer exactement les mêmes recommandations entre un homme et une femme, compte tenu de ces différences. Et donc toute une partie de notre recherche vise justement à fédérer les différentes données nationales et européennes pour mieux étudier l'évolution des maladies cardiovasculaires chez les femmes. Donc ça, c'est un deuxième grand volet de notre recherche pour pouvoir justement à terme pouvoir établir des recommandations pour la pratique clinique qui permettent de traiter au mieux chaque patient, que ce soit homme ou femme. Cette crainte sur la reproduction des biais humains, elle s'inscrit dans un enjeu plus grand de l'intelligence artificielle qu'on pourrait nommer l'éthique. Ouais. Et d'ailleurs, il y a la CNIL, j'adore me faire le petit Wikipédia de ce podcast, mais il y a la CNIL qui a publié un rapport de synthèse du débat public qu'elle a animé sur les enjeux éthiques des algorithmes, de l'IA et tout le bazar. Et ça va faire l'affirmation de 2 principes fondateurs, loyauté et vigilance. Une fois qu'on a dit ça, ça nous fait une belle jambe. Tout à fait. Et moi, je sais pas toi, mais cette notion de loyauté, elle m'évoque un peu un truc. C'est la différence d'accès à l'IA selon qui tu es et où tu es. Parce que t'as vu, c'est super hein, quand même. Mais t'as pas forcément le même accès, enfin tu vois, tout bête, à l'internet, à la connaissance sur ce que ça peut t'apporter, etc. Mm-hmm. Du coup, ça creuse pas aussi un peu certaines inégalités, cette intelligence artificielle, et notamment quand on pense à son utilisation dans le cadre de la médecine. Du coup, on peut pas tous en bénéficier, quoi. Et effectivement, j'avais regardé, et le Conseil européen a déclaré l'ampleur du déploiement, sa vitesse, mais aussi la hiérarchisation des priorités serait inévitablement hétérogène dans les établissements et les régions. Ah ouais. Et c'est d'ailleurs une question qu'on avait posée à Juliette et qui nous l'a confirmé. Ça fait partie des grands enjeux et des questions éthiques qui sont soulevées par l'intelligence artificielle et qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure. Effectivement, il faut veiller en tout cas à essayer bien sûr de maintenir un accès, une égalité dans l'accès aux soins et dans la prise en charge. Donc il faut bien sûr prendre en considération les capacités techniques en termes d'équipement des établissements de santé. Et après, si on parle à l'échelle du patient aussi, s'adapter aussi aux possibilités d'utilisation pour chaque patient, sachant qu'il faut vraiment veiller à cela. Et donc, effectivement, toute la question de l'infrastructure et un plateau technique suffisamment adapté dans les établissements de santé, ça reste aussi un des enjeux qui sont nécessaires pour pouvoir utiliser ensuite ce genre d'application. Donc, à mon sens, il faudra regarder les conditions d'utilisation et puis bien sûr toujours garder entre guillemets d'autres solutions qui permettent de garantir l'accès aux soins à tous. On avait notamment eu cette discussion dans le cadre en fait de la santé numérique et de la télémédecine qui est en train de se développer et effectivement ça peut permettre d'améliorer l'accès aux soins dans certaines régions, mais il faut aussi garder à l'esprit que certains patients ne sont peut-être pas en capacité d'utiliser ce genre d'application. Il faut bien sûr veiller à garantir une prise en charge adaptée pour l'ensemble de ces patients. Quand on parle d'éthique, il y a toujours un moment où la question de nos données vient sur la table. Et c'est vrai qu'on parle d'entraîner des algorithmes avec des jeux de données, d'utilisation dans le cadre médical, de recherche sur la conscience fondée sur la réflexion de la conscience humaine. Ça fait beaucoup. Du coup, dans tout ça, comment sont gérées nos données finalement ? Et comme on n'a pas encore fait de minute juridique... C'est vrai, let's go. La prod, minute juridique s'il vous plaît. Putain, on a une vanne, on est lourde. Oui, tout à fait. En gros, il y a 2 législations à retenir. La première, facile, elle revient presque à tous les épisodes de la matrice à bugger, c'est ce qui touche au RGPD.
Petit rappel, la RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données, qui encadre le traitement de nos données personnelles dans l'Union européenne. Yes. Ce règlement, il s'applique à tous les organismes. Donc en gros, quand tu rentres tes données sur Doctolib, sur APB, ça existe encore APB ? Je sais plus. Bah ouais, Parcoursup. Ah ouais. Non, mais nous, maintenant c'est APB, non ? Ah, je sais pas, on demandera au ministre. Sur tel ou tel site pour commander un truc, tu retrouves cette notion de RGPD. Donc ça assure une certaine transparence et traçabilité de la donnée. La deuxième, c'est l'IA Act. Alors, c'est pas encore totalement promulgué, c'est aussi à l'échelle européenne et en juin dernier, le Parlement européen a adopté sa position de négociation sur la loi sur l'IA. En gros, l'objectif, c'est d'avoir un cadre législatif global, une définition uniforme avec plusieurs règles face à un certain risque lié à l'IA. En fait, ça va être par exemple comment on assure la sécurité, la transparence, la responsabilité, etc. contre les préjugés et la discrimination, ce dont on parlait tout à l'heure. Et on a justement posé la question à propos de ce cadre législatif à Aïda et à Juliette. Là, c'est vraiment un projet de régulation, pour le coup, c'est pas juste des recommandations. Et puis avant ça, on avait déjà le RGPD. Qui était venu, donc c'est une régulation des données en fait, et des données privées. Donc ça, on avait déjà eu ça et on voit que ça fait changer pas mal de choses. Donc on s'attend à quelque chose de similaire avec le AI Act qui arrive. Pas mal de personnes qui considèrent qu'on devrait déjà commencer à faire ces lois, de façon à ce qu'elles soient prêtes à partir du moment où, de ne pas attendre finalement d'avoir créé la conscience artificielle pour créer la loi, mais la faire en avance. Donc il y a déjà en fait pour tout ce qui est recherche clinique, il y a déjà bien sûr un cadre législatif qui est en place et que bien sûr tout ce qui touche l'intelligence artificielle doit déjà respecter. Donc notamment pour la gestion de données, il y a ce qu'on appelle le GDPR. Alors pour le traduire en français, j'ai l'habitude de l'utiliser en anglais. C'est le General Data Protection Regulation, donc régulation sur la protection des données en Europe. Donc c'est vraiment entre guillemets le cadre législatif qui est utilisé pour toute recherche menée dans les pays européens. Et puis aussi, il y a tout ce qui est le marquage CE qui garantit la conformité des dispositifs qui souhaitent être mis sur le marché au niveau européen. Et puis, la Commission européenne travaille depuis plusieurs années avec des groupes d'experts en intelligence artificielle avec justement l'élaboration d'un projet de loi, la IACT. Les premières versions ont commencé à être élaborées en 2021 et on espère que la loi pourra peut-être être mise en application fin 2023 ou début 2024. Donc il y a vraiment des gros travaux qui sont menés pour encadrer tout ça. Et après évidemment en parallèle pour tout ce qui est éthique, il y a des recommandations, des grands cadres qui ont été énumérés par différents organismes, que ce soit des sociétés savantes, le groupe d'experts de la Commission européenne, ou d'autres instances qui permettent de donner des recommandations. On sait que les sujets de législation et d'éthique sont des sujets assez lourds, mais on trouve important d'en parler puisque ça interroge pas mal sur notre degré de préparation à l'émergence ou plutôt à l'affirmation de l'IA dans notre société. On a parlé par exemple de moratoire en introduction. Pas ouf. Quand ça parle de moratoire, c'est pas ouf. C'est ça. C'est pas un bon signal et donc on a voulu en connaître l'avis de nos expertes. Ouais, et on en a parlé à Aïda qui nous a partagé son regard sur ce moratoire et cette impression, ou plutôt cette crainte qu'on peut avoir d'être dépassé en gros. Il y a un phénomène qui s'appelle la loi de Moore qui décrit que la puissance des transistors double régulièrement et en fait qui décrit une courbe, qui prédit une accélération exponentielle de la capacité de calcul. Et en réalité, cette accélération exponentielle de la capacité de calcul, non seulement elle est vérifiée, non seulement elle est avérée, elle continue aujourd'hui,
Mais en plus de ça, il y a aussi une croissance exponentielle du nombre de données que l'on produit. De la capacité de stockage et de la rapidité à traiter ces données, de la rapidité aussi avec laquelle elles transitent dans le monde. Et donc tout ça, forcément, ça crée une accélération exponentielle qui est impossible à suivre pour un humain. Effectivement, aujourd'hui, on ne maîtrise pas, absolument tous les aspects de ces développements. C'est impossible. On peut maîtriser par rapport à un objectif particulier. Par exemple, quand on développe un produit, on va faire attention à certains critères de sécurité, de bienveillance, etc. Mais après, par exemple, on comprend encore assez mal l'impact que ça va avoir effectivement sur le travail, et on a du mal c'est ce dont on parlait tout à l'heure, on a du mal du coup à mettre en place les bonnes mesures pour accompagner tout ça, tout simplement parce que déjà on l'a pas suffisamment étudié. Ce sont des choses qui sont en train de se produire sous nos yeux, donc on est en train de les étudier, mais on les a pas encore étudiées, et le temps qu'on les étudie, de toute façon ça avance et ça change. On peut aussi s'interroger sur la place qu'il faut donner, si on veut entre gros guillemets se préparer, à tout ce qui va être formation, sensibilisation, etc. à l'IA, et on a abordé le sujet avec Juliette. Je suis contente qu'on aborde ce sujet parce qu'effectivement, ça reste c'est un enjeu aussi super important qui est justement préparer, comment préparer au mieux. Donc il y a vraiment l'enjeu de celui de l'éducation. Alors l'enjeu, à mon sens, il est à différents niveaux. Donc évidemment, préparer les futures générations de médecins, de spécialistes, de chirurgiens et aussi toutes les professions paramédicales à connaître les principes de fonctionnement de ces applications d'IA en santé, comprendre comment cela fonctionne, d'en connaître aussi les limites, les enjeux, les risques potentiels, les espoirs qu'on peut avoir dans ces technologies. Donc là aussi, il y a un réel effort, je pense, qui a été fait en France avec la création de formations d'intelligence artificielle. Et moi, je vais parler de ce que je connais, donc dans le domaine de la médecine. En tout cas, on le voit dans différentes facultés, il y a de plus en plus de diplômes qui sont des diplômes en intelligence artificielle, des diplômes universitaires qui sont proposés justement pour former les professionnels de santé à cela. Alors là, il y a vraiment l'enjeu de la formation. À l'inverse aussi, l'intelligence artificielle et les technologies innovantes peuvent être utiles aussi pour améliorer la formation dans les professions médicales, paramédicales. Donc voilà, et ça peut être. Il y a aussi des outils qui peuvent être mis à disposition. Donc moi je vais parler des maladies cardiovasculaires, notamment il y a des centres qui possèdent avec des simulateurs, la réalité virtuelle, etc. Il y a des centres qui permettent aux étudiants ou aux médecins chirurgiens en formation de pouvoir s'entraîner sur certaines procédures. Donc là aussi, il y a des côtés bénéfiques. Et pour moi, le troisième volet pour l'éducation, c'est ce que vous faites, grâce à vous, à ce que vous faites. C'est justement en fait pouvoir parler et communiquer le plus possible pour les patients, mais aussi l'ensemble de la population qui se pose des questions. Et donc c'est important, à mon sens, de pouvoir expliquer où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui est fait, et quels peuvent être les avantages, ce qu'on peut espérer en tirer, et puis aussi quels sont les points, les difficultés, les barrières, et puis les points sur lesquels il faut vraiment être vigilant. Et justement, quand on parlait d'écosystème, il y a vraiment tout ce côté transversalité, transdisciplinarité qui est très importante. Et effectivement, dans le cadre de projets de recherche, c'est important aussi de pouvoir parfois communiquer avec les associations de patients ou même de personnes extérieures qui ne sont pas forcément dans le milieu de la recherche, dans le milieu de la technologie ou scientifique ou médical. C'est très important aussi de pouvoir avoir le point de vue et puis l'éclairage d'autres personnes d'horizons différents.
Bon, promesse tenue. Je pense qu'on repart tous avec un peu plus de questions qu'au début de cet épisode. C'est clair. Je sais pas, il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, type les deepfakes, la désinformation qui utilisent donc de l'intelligence artificielle. C'est clair, et en même temps, on a quand même bien débroussaillé, je trouve, en donnant une première définition, en parlant de la notion de conscience, en vous demandant de lire le cycle des robots, et en parlant de toutes les avancées en matière de santé notamment. Exact. Donc pourquoi pas garder les sujets qu'on a évoqués précédemment pour un prochain épisode. Une partie 2 sur l'IA, par exemple. Si ça vous dit. C'est ça, j'ai dit, c'est ça, t'as dit. Oh là là, on a un seul cerveau, c'est super. Voilà, maintenant on parle plus. L'épisode est terminé. Tu peux me déchipser Manon, s'il te plaît? Bon, d'accord. Léa. Non, en vrai, juste pour vous dire, n'hésitez pas à partager, bien sûr, et surtout à nous dire, en fait, les sujets que vous aimeriez qu'on traite. Utilisation des réseaux sociaux, désinformation, que sais-je. Partagez-nous tout ça sur Instagram. Et je t'avoue que je t'ai déchipsé pour une seconde raison. La première étant que j'adore le son de ta voix. J'imagine. On va prochainement enregistrer un épisode en direct, mais pour l'instant, on ne vous en dit pas plus. Et on vous mettra plus d'informations sur nos réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va sortir de notre studio 12 mètres carrés loi Carrez. On adore. Et on va peut-être se retrouver en direct très bientôt. Peut-être. On va se retrouver en direct. Mais je tease. Oh là là. Bisous. Bisous. La matrice a bugué.